Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir à ce webinaire sur le thème générer de la trésorerie à court terme dans le domaine fiscal, les achats et la supply chain. Je m'appelle Guillaume Bassot, je suis expert dans les achats et la supply chain et je serai accompagné de Clémentine Dria, spécialiste des achats et de l'optimisation des coûts, et d'Emerson Epton, expert en supply chain et en gestion des flux. Nous faisons partie de l'équipe Saven Expert. Notre mission, être le partenaire de nos clients en proposant des solutions globales qui améliorent la rentabilité et l'efficacité dans les domaines de la fiscalité, des achats et de la supply chain. La crise que nous vivons en ce moment a des conséquences considérables au niveau économique. C'est pourquoi il est primordial que chaque entreprise mette en place des actions pour survivre à court terme et limiter les impacts à moyen terme. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous donner les clés sur la meilleure stratégie à adopter et les actions à mettre en place dans le domaine fiscal, achat et supply chain afin d'optimiser vos coûts et de générer du cash dans les 4-5 prochains mois sans compromettre l'avenir. Cette stratégie s'articule autour de 4 axes: la trésorerie, les achats, la supply chain et la gestion des hommes. Et dans ce webinaire, nous ferons un focus sur les 3 premiers. La réflexion autour de la crise s'articule autour de différentes étapes, à court terme et à plus long terme. Nous parlerons aujourd'hui de l'horizon court terme, c'est-à-dire résoudre les problèmes, faire preuve de résilience. Et on aura l'occasion de revenir sur les autres sujets, c'est-à-dire le retour avec la reprise d'activité, repenser votre organisation, réimaginer et réformer dans de prochains webinaires. Avant de rentrer dans le détail des sujets, je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions par l'intermédiaire en bas de l'écran. Vous avez la possibilité de poser des questions et nous y répondrons à la fin. Je vais commencer sur la partie fiscale et la partie taxe. Donc, l'enjeu, comme nous vous le disions, c'est d'optimiser votre trésorerie. Dans cette période, c'est la trésorerie qui prime sur le chiffre d'affaires et sur les bits. La première chose à faire, c'est de définir, c'est de faire l'analyse de votre situation financière et de définir votre plan de trésorerie. Notre recommandation, c'est de définir un plan de trésorerie pessimiste, voire hyper pessimiste, mais possible, réaliste, avec 2 scénarios de survie. L'hibernation, quelle est la pire baisse d'activité que vous pouvez surmonter avec l'activité partielle et les prêts garantis par l'État, et un scénario d'amputation. À partir de quand devez-vous réduire vos effectifs et à quelle hauteur? Passez en revue l'ensemble de vos besoins en cash pour financer vos pertes, vos décalages d'encaissement et de décaissement, sans oublier l'augmentation du BFR à la reprise. Ce dernier point est très important puisque on pense qu'il y a de nombreuses entreprises qui risquent de mourir dans la reprise si elles ne sont pas prévoyantes. Le deuxième point, c'est de dialoguer avec vos banques. Ce sont vos interlocuteurs clés, y compris pour des bénéficiaires des prêts garantis par l'État. Soyez prêts et clairs sur vos besoins pour un dialogue efficace et rassurant avec chacune d'entre elles. Préparez votre plan de trésorerie de survie et identifiez le mix pertinent au niveau des solutions de financement entre les prêts garantis, les lignes de crédit et les crédits à moyen et long terme. Pour tout ce qui est, donc le troisième point, c'est d'exploiter au maximum le prêt garanti par l'État. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a révélé les contours du prêt pour aider les entreprises donc à surmonter les difficultés engendrées par la crise. C'est des montants qui peuvent représenter jusqu'à 3 mois de votre chiffre d'affaires 2019 ou 2 années de base salariale pour les entreprises innovantes ou celles qui ont été créées depuis janvier 2019. C'est un dispositif qui est ouvert à tous, aux entreprises de toute taille et de toute forme. Les autres modalités, c'est que il n'y a pas de remboursement exigé la première année. L'entreprise, vous pouvez amortir votre entreprise sur une période qui peut aller jusqu'à 5 ans, durée maximale. Notre recommandation au niveau des prêts garantis par l'État, c'est de présenter un scénario cash flow d'urgence, sinon vous serez au bas de la pile, mais non alarmiste. Sinon, il y a un risque de rejet. Demandez le maximum. Le taux aujourd'hui des prêts garantis est très intéressant, surtout au début. En gros, c'est égal à la somme du coût de la garantie par l'État, c'est-à-dire 0,25% pour les PME, le double pour les ETI, plus le coût de la liquidité pour la banque. Et la banque s'engage dans le cadre
de ce plan à les distribuer à prix coûtant. Donc aujourd'hui, votre banque a un coût de liquidité nul ou quasi nul. Donc en année 1, vous aurez un taux compris entre 0,25 et 0,35% pour une PME, le double pour les ETI. Complétez ces prêts garantis avec des lignes de crédit classiques, des prêts moyen long terme classiques. Vous pouvez bénéficier aujourd'hui de taux entre 0,5 et 1,5% en ce moment sur 5 à 7 ans. Alors, est-ce que ça va durer? Ça, c'est un autre sujet. Vous avez également la possibilité de faire des prêts rebonds. Il y a des prêts que vous pouvez obtenir auprès de votre région. Et puis également, il y a les prêts que fait la BPI en lien avec le FEI. Et puis le dernier sujet, c'est d'activer tous les reports de charges et mettre en place, si vous pouvez, le chômage partiel. Donc les reports de charges, vous avez les reports de charges URSSAF, les échéances d'acompte pour l'impôt sur les sociétés, les taxes sur les salaires. Vous pouvez également demander la suspension des contrats de mensualisation pour le CFE, la taxe foncière. Si vous en faites la demande, il peut y avoir également une suspension des échéances en capital et en intérêt pour la majorité des financements que la BPI vous a octroyés et en capital uniquement pour la plupart des autres banques. Vous pouvez négocier en cas de difficulté le délai de paiement des dettes fiscales, des dettes sociales avec la commission des chefs de services financiers. Vous pouvez demander pour tout ce qui est impôt direct, donc impôt sur les bénéfices, la CET par exemple, un plan de règlement ou de remise, négocier un plan de règlement ou de remise auprès du comptable public. Et puis pour les entreprises également dont l'activité est arrêtée, il y a un certain nombre de mesures qui ont été mises en place. La suspension automatique du recouvrement des loyers et des charges, par exemple, qui va passer en mensuel. Voilà, il y a un certain nombre de choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est demander, négocier tout ce que vous pouvez. L'autre point, c'est également de faire en sorte d'accélérer vos rentrées. Il y a la possibilité d'avoir une accélération du remboursement des crédits sur le CIR, également des crédits de TVA. Pour les entreprises innovantes, vous pouvez également demander le versement accéléré des aides à l'innovation attribuées par le programme d'investissement d'avenir. Et puis, pour tout ce qui est le paiement des factures clients, en particulier celle du service public, essayer de négocier et de demander des accélérations de paiement. Pour le chômage partiel, activez-le, mais soyez hyper vigilants dans la mise en œuvre de l'activité partielle. Le régime est très généreux et donc attendez-vous à avoir un contrôle de votre direct. Soyez très vigilants dans la mise en œuvre parce que si vous n'êtes pas vigilant, vous pouvez vous faire condamner à 2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende, le remboursement intégral de l'ensemble des sommes touchées et de vous voir interdire le droit aux aides publiques en matière d'emploi ou de formation professionnelle pour une période de 5 ans. Voilà, donc mettez-le en œuvre quand vous pouvez le faire, mais attention à le faire dans le cadre légal qui est défini par l'État. Voilà, j'en ai terminé sur la partie taxes et la partie innovation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et on y reviendra à la fin. Je vais maintenant passer la parole à Clémentine qui va vous parler du périmètre achat. Bonjour à tous. Donc, effectivement, moi, je vais cibler ma partie sur les achats avec des actions à très court terme. Ça va se passer en 4 parties. On va d'abord cibler les actions possibles, voir comment vous pouvez négocier en prenant en considération vos partenaires, comment adapter la demande et puis je vous donnerai quelques exemples d'économies à court terme que vous pouvez mettre en œuvre sur des achats principalement indirects. Donc, pour cibler les actions, donc dans le domaine des achats, quand vous vous adressez un sujet à ça, généralement, de manière générale, il y a 3 lignes d'action. Développer la fonction achat en se concentrant sur l'organisation, sur les profils, sur les processus et la politique achat. Ce sont des actions qui cherchent l'amélioration et la transformation à long terme. Donc, c'est pas là-dessus qu'on va se focaliser. Ensuite, un autre biais, c'est l'implémentation des outils pour être beaucoup plus efficace. Si vous les avez déjà mis en œuvre, vous pouvez en tirer parti, mais si ce n'est pas déjà le cas, la mise en œuvre, elle nécessite un investissement et du temps qu'on n'a pas pendant cette période de crise.
Ce qui nous reste, c'est de programmer, donc de faire des programmes de réduction des coûts dans lesquels on cherche des opportunités d'économie et la remise en question des besoins, donc à travers les optimisations techniques, les standardisations, les processus d'approvisionnement. Le but pendant la crise, c'est de générer de la trésorerie immédiatement. La première chose que vous pouvez faire, c'est négocier donc en prenant en considération vos partenaires. Il faut analyser la situation financière de vos fournisseurs pour pouvoir négocier avec eux, mais en même temps en les maintenant en vie. Il faut vraiment prendre en considération que personne ne va payer les pots cassés de cette crise. Ils sont pas autant responsables que vous de cette situation. Pour le marché public, pour information, il a été légiféré le 24 mars que c'était un cas de force majeure, mais ça n'est pas forcément applicable sur le marché privé, donc soyez très vigilants. Avec vos prestataires, vous avez deux voies. Négocier les délais de paiement ou les conditions de paiement pour tenter de prolonger si le prestataire peut l'assumer. Il faut toujours que vous ayez en tête que pendant cette période très particulière, il n'y a pas d'interdit. Donc, ne vous mettez pas de barrière, tout est autorisé dans la mesure où vous et les parties êtes d'accord. La deuxième voie, c'est de suspendre ou de résilier temporairement le contrat. Guillaume en parlait, c'est la méthode d'hibernation. La suspension de l'exécution d'un contrat, elle prend forme d'un avenant qui définit la durée de la suspension et puis les éventuelles incidences sur le contrat. Par exemple, si vous aviez des remises de fin d'année en fonction d'un palier de chiffre d'affaires, vous pouvez tout à fait revoir les remises applicables, revoir les paliers, etc. En ce qui concerne la durée de suspension, elle est généralement déterminée en fonction de la période de l'état d'urgence sanitaire. Donc pour l'instant, cette période, elle s'étend jusqu'au 24 mai 2020. Toutefois, sa mise en place, elle pourra être renouvelée selon le contexte épidémique avec l'accord des parlementaires, donc le Sénat et l'Assemblée nationale. Il faut avoir en tête que c'est jusqu'au 24 mai pour l'instant, et puis on vous tiendra au courant si cette période d'état d'urgence sanitaire est décalée. Ensuite, il faut adapter la demande à la nouvelle situation. Vous avez des dépenses fixes que vous pouvez réduire, par exemple des coûts comme l'énergie. Si vous avez une usine productive et que la production est arrêtée, vous pouvez réaliser des économies très importantes dans l'adaptation de la puissance souscrite, par exemple. Faire varier l'eurosaisonnalité, c'est quelque chose qui est très simple. Il vous suffit de vous connecter à votre espace client et vous demander à adapter la puissance sur la période qui arrive. Vous pouvez également vérifier que tous les équipements sont bien éteints. Ça paraît dérisoire comme ça, mais puisque la période va s'étendre 2 à 3 mois, éteindre des ordinateurs plutôt que de les mettre en veille, éteindre des enseignes lumineuses, etc. Ça peut être rapidement des économies d'échelle. Dans les télécoms, par exemple, si vous avez des lignes actives alors que l'équipe ne les utilise pas, soit parce que les personnes sont en télétravail, soit parce que vous avez des lignes au cas où de nouvelles personnes seraient recrutées. Tout ça, il est possible de les résilier. Généralement, on vous fait une facturation au prorata du temps passé sur le mois. Donc, si vous arrêtez aujourd'hui au 23 avril, vous ne paierez déjà plus les 7 jours jusqu'à la fin avril. D'autres actions à mettre en œuvre là vis-à-vis de vos équipes. Guillaume en parlait, ça peut être le chômage partiel pour les équipes achats, mais vous pouvez aussi profiter de cette période pour essayer d'optimiser en réintégrant des services qui sont de manière générale réalisés par des prestataires externes, ou bien occuper vos équipes avec des sujets de fond qu'on ne prend pas l'habitude de traiter, pour lequel on ne prend pas le temps, créer un dossier d'appel d'offres, revoir un cahier des charges, suivre les pénalités qui seraient potentiellement applicables à des contrats et qu'on n'avait pas suivis, des remises de fin d'année qui seraient dues. Profiter de ce temps-là pour essayer de travailler sur des sujets transverses. Par exemple, la dématérialisation, ça fait travailler généralement le service marketing, le service communication, etc. On ne prend pas forcément le temps.
Or là, proposer la dématérialisation à vos clients, souvent, je prends un exemple concret, si le lieu de confinement correspond pas à l'adresse postale classique, toute personne se dira j'aurais mieux fait de me dématérialiser. Il faut savoir que c'est vraiment une économie significative pour vous de réduire vos coûts de courrier. Et la dernière chose liée à vos équipes achats, c'est de recourir aux formations en ligne. C'est le moment de passer du temps pour faire des formations. Voilà, ces différents leviers, on les a proposés à des entreprises du secteur bancaire et notamment d'autres leviers dont je vais vous parler parce qu'il y a les équipes, mais il faut aussi se focaliser sur les choses dont vous pouvez vous passer. Sur le transport, sur la messagerie par exemple, vous pouvez essayer de réduire les urgences, vous pouvez essayer d'allonger les délais de livraison. Là, vous vous engagez sur une livraison en 48 heures, peut-être que vous pouvez revoir ce délai-là. Ça, je laisserai Emerson en parler. Sur le nettoyage, vous pouvez revoir la fréquence de passage avec votre prestataire de service. Là, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une discussion avec lui. Il faut lui laisser le temps de s'organiser. Mais concrètement, là, dans des agences bancaires, en quelques jours, voire en quelques semaines pour certains prestataires, c'était mis en place et un réseau d'agences, par exemple, qui est fermé à 50%, on peut arrêter les prestations sur toutes les agences qui sont fermées. Sur la partie immobilier, là aussi, ça peut paraître dérisoire, mais stopper la location des places de parking pour vos collaborateurs. Si vous travaillez dans l'industrie, définir des heures où les machines où les installations fonctionnent pour ne pas que ça tourne à plein temps, à plein régime. Pour ce qui est consommable, vous pouvez stopper les livraisons automatiques. Parfois, vous avez des commandes qui sont récurrentes, par exemple les cartouches, par exemple les fournitures de bureau. Là, vous pouvez aussi négocier avec votre prestataire pour qu'il n'y ait pas de commande automatique et donc pas de livraison. L'affranchissement, j'en parlais tout à l'heure, inciter vos clients à se dématérialiser. Voilà, tout un tas de petites idées, mais il faut vraiment avoir en tête qu'il ne faut rien s'interdire et qu'il faut toujours prendre en considération ses partenaires. Je vous le disais tout à l'heure, personne ne doit payer les pots cassés. Voilà, je laisse la parole à Emerson. Oui, bonjour. Merci Clémentine. Emerson, c'est à toi. Oui, bonjour. Je vais vous montrer en quoi votre supply chain peut vous aider à appuyer votre besoin en trésorerie, votre disponibilité de trésorerie. Donc, très clairement, à un niveau court terme, la première chose qu'il faut faire avant d'envisager les différents axes, c'est d'adapter la réalité au contexte. Donc, pour ça, vous avez besoin d'avoir une vision à 360 degrés. Les impacts du Covid actuel, ils sont estimés sur plusieurs choses, c'est-à-dire vos produits, les consommations, les obsolescences, comment est-ce qu'elles ont évolué, vos clients, comment la demande a évolué, est-ce que les profils clients sont différents et est-ce que la satisfaction de vos clients a été fortement affectée ou non par le Covid. Aussi, il y a les fournisseurs, donc est-ce que le taux de service a évolué, est-ce que la qualité est toujours là, est-ce que vous n'avez pas trop de taux de casse dans vos livraisons et la capacité aussi de vos fournisseurs à pouvoir assumer un transport ou un autre. Et enfin, le quatrième point, c'est vos collaborateurs. Il faut voir comment vous avez pu appuyer vos différentes mesures d'hygiène et comment vous gérez vos ressources internes et externes. À partir de ce moment-là, ça va vous donner une vision globale qui va vous permettre de voir exactement comment votre activité va être affectée ou est déjà affectée, tous les dangers qui seront à éviter, et aussi d'éventuelles opportunités qui peuvent être émergentes. Donc, par exemple, vous pouvez avoir des références qui sont plus demandées que d'habitude, ou des approches en matière qui vont être moins d'autres. Et ça, il faut le prendre à votre avantage. À partir de ce moment-là, vous pourrez commencer à développer des scénarios de planification. Dans un horizon de 1 à 6 mois, vous pourrez commencer à développer une stratégie supply chain pour pouvoir appuyer votre disponibilité de trésorerie en tenant compte des différents impacts dont on vient de parler, et ça va vous permettre notamment d'éviter toute décision qui serait contre-productive. À partir de là, vous pouvez commencer à gérer le court terme. Donc, gérer le court terme, vous pouvez le faire sur 3 axes différents. Enfin, la supply chain, en tout cas, peut vous aider à le faire sur 3 axes différents.
Le premier, c'est la réduction du besoin en trésorerie. C'est le premier axe. Donc là, vous pouvez surtout jouer là-dessus via la flexibilisation de la gestion de vos stocks. C'est-à-dire, les indicateurs que vous aurez mis en place vont vous permettre d'optimiser vos dimensionnements de l'eau, le taux de rotation de vos stocks, le stock de sécurité pour toutes les références que vous avez, et aussi les délais de livraison fournisseurs. En mettant en relation tous ces éléments, vous allez pouvoir baisser votre niveau de stock, donc votre besoin en trésorerie, tout en garantissant un niveau de service qui soit satisfaisant pour votre client. Un autre levier dans ce même axe de flexibiliser la gestion des stocks, c'est de vendre le stock qui est considéré comme mort, à savoir que vous avez des références qui sont à faible rotation, qui peuvent être vendues à prix réduit dans le cadre d'opérations commerciales, ce qui permet de limiter le besoin en trésorerie, mais aussi de communiquer positivement vers vos clients pendant cette période. Alors, attention toutefois à un point, quand vous revendez votre stock à prix réduit ou vous décidez même de vous en débarrasser, il peut y avoir un impact qui est assez risqué si la décision n'est pas concertée avec vos équipes commerciales et financières. Je pense notamment au taux de marge qui doit être concerté pour éviter les ventes à perte. Donc ça, c'est bien à prendre, c'est bien à avoir en tête avant de faire ce type d'opération. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est implémenter des délais, des commandes à délai court pour les références qui ont les plus fortes rotations de stock. Les produits les plus vendus en cette période peuvent bénéficier d'un stock qui est réduit chez vous si vous demandez à vos fournisseurs des commandes à délai court. Alors, concrètement, vous allez réduire votre niveau de stock en offrant plus de visibilité à votre fournisseur parce que lui va gérer un stock constant chez lui. Quelque part, ça lui donne plus de visibilité et ça lui permet de voir un petit peu plus loin sur l'avenir. Par exemple, j'ai un ancien client qui était spécialisé dans la confection de rideaux sur mesure. On l'a aidé justement à mettre en place des commandes à délai court avec ses fournisseurs sur leurs produits à plus forte rotation. Ça a entraîné une baisse de 6% du coût du coût de stock dans les 6 premières semaines. Et ça a aussi apporté d'autres bénéfices comme une approche plus collaborative et une meilleure visibilité pour les fournisseurs. Alors, attention toutefois à un point, l'objet c'est d'estimer un stock idéal en fonction des éléments que j'ai cités ci-dessus. Baisser le niveau de stock doit pas se faire au détriment du taux de service parce que l'effet serait complètement inverse. C'est-à-dire que si vous le faites au détriment du taux de service, vous allez avoir une baisse de la satisfaction du client, éventuellement des retards de paiement, un niveau de collecte inférieur à l'estimé. Donc, il faut bien dimensionner son stock idéal. Aussi, vous pouvez externaliser des références qui sont à faible rotation, qui sont obsolètes. Si vous gérez tout votre stock en interne aujourd'hui, le stock mort que vous avez, il bloque un besoin en cash flow qui paraît inutile. Donc, externaliser vers un opérateur logistique à son bénéfice, il a un coût, certes, mais il permet de transférer un coût qui a un coût d'immobilisation vers un coût qui est des frais de prestation. Donc, on ne parle plus du tout de la même chose non plus. Et à l'inverse, justement, si vous avez un stock qui est en grande majorité outsourcé vers un opérateur logistique, vous pouvez ouvrir la voie à une renégociation des tarifs. Vous avez une augmentation de l'espace disponible et une baisse des prestations logistiques qui sont inutiles en temps de crise. Normalement, ça doit avoir un impact sur le coût du stock, sur le coût qui vous est facturé. Ça permet aussi à l'opérateur, à l'inverse, justement, d'optimiser sa place pour ses autres clients. Donc ça, c'était vraiment tout le premier levier qui concernait justement à réduire votre besoin en trésorerie. Là, vous avez un deuxième levier qui est très important lui aussi, c'est de garantir des encaissements prévisionnels. Et comment vous pouvez le faire ça? C'est en maintenant la qualité des produits et des services que vous proposez, tout en fluidifiant l'organisation. Donc, ça se fait généralement sur deux types d'activités. Le premier, c'est la production. Ça semble évident que la santé de vos collaborateurs sur site, elle est primordiale. Et les mesures prises pour éviter l'exposition sur le lieu de travail doivent être strictement suivies. Alors, vous pouvez faire d'une pierre deux coups en communiquant justement sur les conditions strictes d'hygiène que vous mettez en place, parce que ça peut avoir un effet bénéfique sur la satisfaction de vos clients. Et selon l'évolution de votre activité, que vous aurez regardé au préalable, vous pouvez aussi avoir recours, Guillaume en a parlé, du chômage partiel. Vous pouvez aussi définir des plans de continuité, c'est-à-dire de changer des équipes d'une semaine à l'autre, ou encore de faire appel à la sous-traitance pour flexibiliser tout l'outil productif et derrière garantir un niveau de service qui resterait suffisant. Par ailleurs, le niveau de demande qui est actualisé par les analyses que vous aurez faites va vous permettre
d'élaborer la meilleure stratégie de production à prévoir. Est-ce que vous allez plus, selon ce que vous aurez analysé, passer sur un changement de shift, ou alors changer les rythmes de production, ou encore prioriser des lignes? Là, les réponses sont multiples. Et le but là-dedans, c'est d'éviter toute rupture qui est malvenue, donc de pouvoir gérer aussi, de garantir vos encaissements. Selon l'évolution de votre activité, vous pouvez aussi mettre en place des challenges 4S. Donc maintenant, on les appelle un peu plus 5S, surtout dû à la situation, mais ces challenges-là, ça permet de mettre votre collaborateur au sein de la démarche et d'assurer un suivi des équipes de production, non seulement au niveau de l'hygiène, mais aussi au niveau du rangement, de l'efficacité. Vous pouvez même contrôler l'absentéisme avec ça. Par ailleurs, ça aura pour effet, ce Challenge 4S, de réorganiser votre stock et d'optimiser l'espace suite aux différents changements de profil de vos références. Donc ça, c'est pour le point de la production. Le transport, comment garantir que ce que vous aviez en prévisionnel va être forcément encaissé via les transports. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. On sait qu'il y a un contexte haussier qui dure depuis plus longtemps que la crise sanitaire qu'on connaît actuellement, mais vous avez quand même des marges de manœuvre qui peuvent vous permettre de limiter vos coûts et d'assurer un taux de service satisfaisant. À savoir, tout en respectant les contraintes de vos clients, est-ce qu'il y a des services dont vous avez encore besoin? Par exemple, la livraison colis express à moins 10 heures, est-ce que c'est vraiment encore nécessaire à l'expédition de tous vos produits? Est-ce que la baisse de volume aujourd'hui justifie d'avoir encore des besoins de livraison dédiés? Ou est-ce que le type de véhicule est toujours adapté? Si vous utilisez un camion remorque, est-ce qu'il vaut mieux pas utiliser un SMI ou inversement? Aussi, l'optimisation de vos choix de route est assez essentielle. Vous pouvez par exemple mixer vos flux internes avec vos flux externes pour éviter les retours à vide de camions et économiser là-dessus. Vous pouvez privilégier les groupages ou aussi augmenter les fréquences de collecte et de livraison. Ça vous donnera plus de flexibilité dans une optique de baisse de la demande. Et par exemple, on a un client dans l'aéronautique, on l'a aidé à optimiser son budget de transport en limitant le nombre de rotations de ses navettes et en choisissant des services express qui étaient plus adaptés et moins onéreux. Alors, tout comme le stockage, vous pouvez aussi faire appel à une logistique collaborative. Alors, d'abord, vous avez des fournisseurs locaux qui peuvent prendre le relais si un transporteur d'empreinte nationale ou internationale ne peut pas desservir certaines régions. Par exemple, on a un client dans l'agroalimentaire qui privilégie les transporteurs régionaux parce qu'ils sont capables de desservir en toute efficacité des routes moins facilement abordables par des prestataires d'empreinte nationale. Donc, c'est très important, notamment dans l'agroalimentaire en ce moment. Et même plus en amont, il y a des initiatives qui existent qui peuvent vous permettre de vous mutualiser entre différents producteurs d'une même zone géographique. Il y a par exemple le GIE des chargeurs de la Pointe de Bretagne, qui a permis justement de mutualiser les besoins de différents producteurs de cette région, comme des enseignes comme Lactalis, Enaf, Chancerelle, etc. Donc ça, c'était le deuxième axe. Et le dernier axe, c'est d'accélérer le rythme de collecte de vos encaissements et de stabiliser les termes de règlement fournisseur. Donc le but ici, c'est au possible que vos décaissements soient financés par vos encaissements. C'est-à-dire que votre délai de paiement fournisseur soit supérieur à votre délai de règlement client. Alors, pour ça, il faut d'abord, bien sûr, s'assurer que les engagements contractuels sont respectés. Par exemple, vous avez dû le voir dans l'actualité, le prix du baril a énormément baissé dernièrement et l'indice CNR régional EA, il est passé de 134,93 à 130,89 de février à mars 2020. Ça a dû encore baisser. Donc, l'impact que vous avez sur le pied de facture de votre transporteur, il doit forcément être répercuté. Ça, vous devez pouvoir vous en assurer. Et si c'est pas le cas, justement, de demander à vos transporteurs de respecter justement l'évolution de cet indice. Aussi, vous pouvez renégocier les conditions de paiement avec vos clients. Toujours en respectant vos engagements, déjà, vous pouvez rassurer vos clients avec toutes les mesures que vous avez mises en place et dont on a parlé juste avant. Aussi, comme vous garantissez un certain niveau de service, vous serez plus à même de demander des délais de paiement plus courts, même si c'est pour une période limitée. Alors, vous pouvez aussi faire preuve d'imagination et, par exemple, proposer une remise faible de 2 à 5% si les paiements de vos clients sont réalisés avant le délai contractuel. Ça peut être aussi un levier pour vous. Et si besoin aussi, vous pouvez négocier à la hausse les délais de paiement fournisseurs
on l'a vu plus haut, vous offrez plus de visibilité à vos fournisseurs via des commandes à délai court ou autres. Voilà, si ces engagements contractuels sont respectés, et à l'inverse, votre prestataire peut faire un effort en négociant donc un rallongement du délai de règlement fournisseur. Donc ça, c'est les 3 axes qui sont les plus importants et sur lesquels vous pouvez avoir différentes actions qui vont vous permettre de pouvoir optimiser votre trésorerie à court terme. Et après, il est nécessaire, avec tout ce que vous aurez fait, de pouvoir penser à l'avenir, d'avoir une meilleure visibilité. Donc à partir de là, vous pourrez, par exemple, ajuster votre planification de 6 mois à 1 an. Réfléchir plus aussi à votre tissu logistique. Est-ce que vous voulez quelque chose de plus local, de plus externalisé selon les besoins de vos clients? Et aussi, vous aurez peut-être identifié des produits ou services qui seront plus proches de nouvelles habitudes de consommation de vos clients finaux. Et à ce moment-là, il y a des efforts de R&D que vous pouvez mettre en place. Mais ça, on aura l'occasion de l'aborder sûrement dans un prochain webinaire. Je vais laisser maintenant la parole à Guillaume pour la conclusion. Merci, Emerson. Donc, pour récapituler, donc le tableau que vous avez ci-joint fait le point par différentes actions, enfin, sur chacun des périmètres, les actions et le timing associés. Donc, sur la partie fiscale, on a parlé, action immédiate, décaler tout ce qui est paiement de charges au niveau des URSSAF, des possibilités au niveau des taxes. Court terme, capter les financements. Et à moyen terme, aller chercher de l'optimisation fiscale, la fiscalité locale, fiscalité environnementale, tout ce qui est innovation. Il y a énormément d'optimisation fiscale à aller chercher sur ces sujets. Donc voilà, c'est sur la partie fiscale. Sur la partie achat, action immédiate, figer les prestations, transformer l'ensemble des coûts fixes en coûts variables, tout ce que vous pouvez. À court terme, aller chercher des gains rapides sur l'optimisation des coûts. Et à moyen terme, plus long terme, faire la cartographie de vos dépenses selon les nouvelles prévisions d'activité et mettez en œuvre des plans de réduction des coûts. Et puis, sur la partie supply, la première action, c'est immédiat, donc travailler sur les niveaux de stock, les niveaux de service, pardon, adapter vos niveaux de service et tout ce qui est gestion du stock. À court terme, c'est adapter vos modèles selon les prévisions d'activité que vous avez, faire le choix entre une prestation en interne versus une prestation en externe. Et puis, à moyen terme, c'est de travailler sur la redéfinition de votre modèle et sur la flexibilité que vous pouvez lui apporter. Nos recommandations, on en a parlé. La première, c'est vraiment définir un plan, tous les indicateurs pour maîtriser votre trésorerie. À court terme, c'est la trésorerie qui prime sur les bits et sur le chiffre d'affaires. La deuxième recommandation, c'est tout ce qui est coût fixe, essayez de les variabiliser. Variabiliser, flexibiliser votre organisation. Et la troisième recommandation qu'on peut vous faire, c'est d'accélérer le processus de décision, mettant en place des processus de décision courts et une mise en œuvre également avec des délais courts. Je vais laisser, si vous avez des questions, vous pouvez les poser donc par l'intermédiaire en bas de votre écran. Vous avez Ask a Question. Vous pouvez poser les questions et Clémentine, Emerson et moi-même vont pouvoir y répondre. Alors, j'ai une première question. Mes fournisseurs sont également dans une situation délicate. Comment puis-je réduire leurs coûts si je ne peux pas négocier les prix? On pourra peut-être garder cette question. Oui, on y revient. Qualité des accords et des conditions que vous aviez acceptées jusqu'à la fin de l'année, on l'a dit, on est dans une situation particulière. Il y a effectivement des accords qui ont été qui avaient été conclus. On est dans une situation où il faut tout remettre en cause, c'est-à-dire que n'hésitez pas à solliciter à la fois vos fournisseurs, vos clients, pour parler de la situation, discuter avec eux. Tous les accords et les accords et les conditions qui ont été acceptés peuvent être mis en cause. L'important, c'est que ça soit fait en concertation. N'imposez rien à vos clients, à vos fournisseurs, discutez avec eux.
mais tous les accords peuvent être mis en cause. On en a parlé. Alors, pour revenir sur la première question, en attendant que Clémentine se reconnecte, donc mes fournisseurs sont dans une situation délicate. Comment puis-je réduire leurs coûts si je ne peux pas négocier les prix? Il y a d'autres leviers que la négociation uniquement des prix. Voilà, vous pouvez négocier d'autres conditions, des conditions de livraison par exemple, des conditions d'engagement de volume. Voilà, réduire, Emerson en a parlé également, réduire le nombre de les commandes que vous faites par référence. Il n'y a pas que le levier prix, il y a d'autres conditions associées notamment à la livraison, associées des livraisons d'engagement de volume aussi, qui vous permettent d'avoir des remises complémentaires. Alors, on a une question sur la supply. Qu'est-ce que le challenge 4S et comment l'implémenter? Alors oui, le challenge 4S, c'est vrai qu'on est passé dessus. Alors en fait, le challenge 4S, c'est un concept japonais à la base qui vient de Toyota, qui permet en fait d'améliorer les capacités de production. Alors ça peut être de production ou d'entreposage, mais toutes les tâches qui sont effectuées dans les entreprises d'une façon générale. C'est très utilisé en logistique pour une raison simple, c'est que ça permet justement de fluidifier des opérations d'entreposage ou de production, tout en garantissant de l'amélioration continue. Alors, je vais m'expliquer un petit peu les 4S. En fait, on peut les résumer en français comme ceci. Donc, il y a une première partie qui est ordonnée, une deuxième partie qui est rangée. Ensuite, rendre évident et découvrir des anomalies, et ensuite être rigoureux. Alors, comment ça se passe exactement? C'est que vous allez mettre en place des challenges où vous aurez vos différentes équipes d'entreposage et de production qui vont se constituer en groupe et qui vont faire en sorte de manager l'outil productif ou l'outil d'entreposage en allégeant justement l'espace de travail qui est inutile, d'organiser l'espace de travail de façon efficace, améliorer l'état de propreté des lieux, prévenir l'apparition de la saleté, voilà, du désordre, et d'encourager les efforts allant dans ce sens. Donc, ça crée de l'autodiscipline. Et pourquoi c'est important cette période? C'est, comme on l'a vu, on a des procédures d'hygiène qui sont assez lourdes et qui doivent être respectées. Le fait de mettre le collaborateur au centre de cette démarche, non seulement le responsabilise, mais en plus, ça va vous permettre d'avoir une meilleure vision via les indicateurs 4S que vous allez mettre, donc par exemple la propreté de telle ou telle zone. Vous pouvez l'organiser par zone, vous pouvez aussi l'organiser par processus. Ça va permettre aussi d'optimiser l'outil d'entreposage. Donc par exemple, vous pourrez avoir des zones qui seront plus à même d'être mieux rangées, éviter d'avoir plus d'accidents du travail en ayant des allées qui sont complètement décombrées. Et aussi, ça va vous permettre d'optimiser l'espace que vous avez dans votre stockage. Donc, un challenge 4S, maintenant on appelle plutôt 5S, ça se fait généralement selon cette démarche. Et voilà, notre cabinet sera à même de pouvoir vous accompagner là-dessus si vous avez besoin de plus d'informations. Alors, une question, vous confirmez que le Covid-19 n'est pas considéré comme un cas de force majeure? Alors, c'est Clémentine qui avait commencé à en parler. Je crois qu'effectivement, pour tout ce qui est aujourd'hui marché public, c'est considéré comme un cas de force majeure. Donc, ça a été acté fin mars, le 24 mars, je crois, si j'ai bien retenu. Pour tout ce qui est marché privé, aujourd'hui, c'est toujours pas acté. Et ce sera en fait, a priori, ce sera jamais acté, ce sera au cas par cas par la justice. D'accord. Bon, enfin, en tout cas, on va suivre ce sujet, mais à date, pour l'instant, on n'a toujours pas, enfin, c'est pas considéré comme un cas de force majeure. Une autre question, comment mettre en place des commandes à délai court? Oui, alors effectivement, les commandes à délai court, on l'avait mentionné, c'est une mesure qui va vous permettre de réduire votre besoin en trésorerie. Comment? En réduisant votre stock, votre niveau de stock. Alors, ça se fait uniquement sur vos références sur lesquelles vous avez les plus fortes rotations, c'est-à-dire qui sont les plus vendues.
L'idée, en fait, c'est de confier une partie de votre stock, selon la consommation de votre produit, c'est de confier une partie de votre stock à votre fournisseur. Par exemple, vous allez avoir une de vos références en top 10 qui, pour lesquelles votre fournisseur va normalement avoir un délai de livraison de 3 semaines. Alors, il va avoir un délai de livraison de 3 semaines dans une période normale. Et là, en l'occurrence, le but, c'est de réduire ce délai de livraison. Donc, par exemple, à 1 semaine, en demandant au fournisseur, quand vous avez suffisamment de visibilité, de dire, OK, je pense que ma consommation, par rapport aux analyses que j'ai faites, ma consommation, elle est de tant par semaine, donc j'ai besoin que vous ayez un niveau de stock constant d'1 semaine, voire 10 jours, et toutes les semaines, vous m'envoyez donc l'équivalent d'une consommation de 10 jours de cette même référence. Vous, directement, au bout de 2 ou 3 semaines, vous avez votre niveau de stock sur ces plus grosses références. Donc, typiquement, c'est des niveaux de stock qui sont assez lourds, qui va se mettre à diminuer considérablement. Et ça vous permet de réduire votre niveau de stock et donc de réduire votre besoin en trésorerie, tout simplement. Alors, ça a un impact aussi. Ce qui est intéressant pour votre fournisseur, c'est que vous lui offrez déjà plus de collaboration et aussi plus de visibilité, dans le sens où, sans vous engager à prendre directement ce niveau de stock et sur cette référence, vous pouvez justement lui donner une visibilité à plus long terme qui lui va lui permettre aussi de revenir vers ses différents fournisseurs et de flexibiliser l'ensemble de la chaîne de valeur. Merci. On a une nouvelle question. Donc, suite à la baisse du prix du pétrole, est-ce qu'on peut revoir les prix avec indice, exemple l'indice gasoil, le prix des matières, etc. Alors là-dessus, on en avait parlé. Il y a déjà ce que vous avez, c'est le pied de facture fournisseur. Le pied de facture fournisseur, c'est ce qui contient justement l'indice CNR sur lequel vous vous êtes basé. Cet indice CNR, il prend en compte justement le prix du baril. Donc aujourd'hui, les transporteurs que vous avez en pied de facture, ils mettent toujours justement un coût qui est calculé à partir de cet indice CNR. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est d'aller justement sur le site du CNR, de regarder exactement à quel indice il correspond. Bon, généralement, j'avais pris en exemple l'indice régional EA à la cuve. Celui-ci, s'il est appliqué, vous pouvez voir que de mois en mois, il baisse. Donc, normalement, si l'indice baisse, il doit être répercuté directement sur votre pied de facture fournisseur. Donc, typiquement, ça peut vous aider à payer moins cher justement cette partie du transport qui est quand même une partie importante. Ça vous permet de pouvoir économiser dessus. Maintenant, effectivement, il faut pouvoir l'identifier sur les factures et puis revenir vers votre fournisseur si jamais il ne l'a pas appliqué. Effectivement, sur ce point, il y a deux sujets. Il y a la manière dont sont calculés les prix avec l'indice et donc automatiquement s'assurer que les indices qui sont à la baisse, dans le cas du pétrole, sont bien appliqués, sont bien répercutés sur vos prix. Ça, c'est une chose. Ça, c'est l'application automatique. Après, on peut revoir les prix. On peut tout, encore une fois, dans les circonstances actuelles, tout est négociable. Il faut rien s'interdire. Et donc, vous pouvez tout à fait discuter avec vos clients, vos fournisseurs pour revoir le prix. La quote-part du prix de la matière première dans le prix global ne changera pas beaucoup. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de revoir ça. Je ne sais pas si vous avez des dernières questions. Pour l'instant, non. On va peut-être laisser le temps aux questions d'arriver. Je voudrais vous remercier à tous d'avoir participé. Vous avez un petit sondage auquel on vous remercie de répondre. Il y a 3 questions. C'est tout simple, mais ça nous permet d'avoir votre retour, votre feedback et de pouvoir nous améliorer si besoin. Nous allons organiser d'autres webinars dans les prochaines semaines sur des sujets des zooms sur les sujets achats, fiscaux, supply.
On vous tiendra informé. Restez connectés sur notre LinkedIn et sur le site internet. Et puis, si vous avez des questions, des sujets, n'hésitez pas à nous solliciter. Des interrogations, il y a une dernière question, je vais y revenir. N'hésitez pas à vous solliciter. En tout cas, nous, on est prêts à échanger et voir comment on peut vous accompagner. Donc, une dernière question, peut-on invoquer une loi ou un décret pour retarder les paiements? Alors, je n'ai pas la réponse technique là-dessus, clairement. Il faudrait que je regarde et je reviendrai vers la personne qui a posé la question. Ce qui est sûr, c'est que nous, notre préconisation, c'est d'éviter de retarder les paiements. Encore une fois, on est tous impactés par cette crise. Clémentine en a parlé. Ouais, il faut trouver un engagement. Voilà. Je ne sais pas si on peut utiliser un loi ou un décret, on va regarder. Une question très technique. Mais en tout cas, nous, notre écho, c'est discuter, échanger et de voir comment on peut éventuellement adapter les délais. Merci à tous. Écoutez, à un prochain webinaire, je l'espère. On espère vous voir participer. Et merci de répondre encore une fois au sondage et on vous souhaite une excellente journée. Merci pour votre attention. Excellente journée. Merci, au revoir.